Moray Varabotai, Shalom Uvracha. On va parler aujourd'hui d'une personnalité qui a laissé des grandes traces en Tunisie, qui est le Rav Nissan Pinson, Zecher Sadek Vekadosh Libracha. Donc le Rav Nissan Pinson, c'était le shaliach du Rabbi en Tunisie. Alors à la base, donc lui il est né en Russie, il a vécu aux États-Unis, comme tous les Lubavitch, et il était au Maroc, mais à la fin, il a été envoyé donc en Tunisie. Il est arrivé en Tunisie à peu près 60 ans. Alors lui, aujourd'hui, Baruch Hashem, il a laissé beaucoup d'élèves, et on sait qu'on parle avec ses élèves, quand il nous parle de Rav Pinson, pour eux, c'est quelqu'un, c'était pratiquement comme un père. On va essayer de voir, raboter un petit peu, par rapport au travail qu'il a fait sur place, et si on a le temps de raconter quelques histoires sur sa grandeur. Alors lui, il est arrivé à peu près il y a 60 ans. Il est arrivé en Tunisie, il a commencé par Djerba. On sait très bien qu'en Tunisie, il y a deux grandes communautés. Il y a celle de Tunis et celle de Djerba. En fait, quand on parle de Djerba, en général, on parle de tout le sud. Zarziz, Ben Gardin, Tataouine, tous ces coins-là, Mednin. Mais où il y avait la grande communauté, c'était plutôt à Djerba. Alors, quand lui, il est arrivé à Djerba, alors les rabbanim, ils l'ont vu avec un œil critique. Pourquoi? A priori, quelqu'un qui arrive avec barbe et chapeau, normalement, c'est un rabbin. Il faut l'apprécier, il faut l'approcher. Mais le problème, on sait que dans la communauté juive, pas seulement en Tunisie, en Maroc, en Algérie, alors ils ont des très mauvais souvenirs de certains envoyés qui sont venus sur place, et leur alim vers al-Khaim, ils ont détruit l'éducation et la civilisation de la communauté. C'était l'alliance israélite. On sait qu'elle est arrivée en Tunisie, à Tunis. Elle a fait un ravage, parce qu'avant, la Tunisie, surtout Tunis, c'était connu. C'est-à-dire la Torah à Tunis, elle était très grande. Mais malheureusement, ils ont fait entrer donc les moudé ahol, l'étude profane, et là, ça a complètement détourné. Ils ont fait un monde moderne. À Djerba, ils se sont opposés à ça parce qu'ils avaient très peur. Alors, quand le Rav Pinson il est arrivé à Djerba, ils ont eu la même sensation que peut-être il va venir, il veut mettre le hall dans les écoles sur place, parce qu'à Djerba, le Hara, donc le quartier donc juif, ils font que du Kodesh, ils ne font pas du tout le hall. Alors le Rav, il les a rassurés et leur a dit, ne vous inquiétez pas, mon but est plutôt de développer le judaïsme, de vraiment, comme on dit au Parasta, de propager un maximum donc le Olam HaTorah. Alors il est venu, il a regardé un petit peu la situation. C'est vrai qu'il a trouvé un endroit très riche de Torah, c'est connu, Djerba, mais il a vu que il y avait certaines structures disant que pour lui ça dérangeait, surtout au niveau de l'enseignement. C'est qu'avant, comment ça marchait? Chaque Rav, alors il avait un groupe d'enfants de tous âges, de 3 ans jusqu'à 18 ans, il devait tout enseigner. Et les rabbanim, ils étaient un petit peu éparpillés dans des synagogues de la ville. Il a dit, il faut faire une structure dans laquelle, comme une école. Alors il a créé une yeshiva qui s'appelait Beit Shalom. Et là-bas, alors c'était une grande synagogue dans laquelle il a fait beaucoup de classes. Et chaque Rav, alors il prenait, par exemple, un modèle. Si ce Rav-là, il est spécialisé dans l'étude de la Gemara, lui va enseigner que la Gemara. Celui-là va enseigner que le Chumash. Un peu comme dans les autres écoles. Et ça a donné un grand rêve à Salah dans la communauté. Alors il a vu que le travail à Djerba, ou plutôt la communauté Baruch Hashem, Baruch Hashem, elle est plus ou moins, on va dire, soutenue, mais il fallait partir à Tunis. Là, il s'est déplacé à Tunis. À Tunis, c'était différent. Alors, on a dit au début que c'est vrai que la communauté juive à Tunis, elle aussi, elle était très riche de Torah, mais il y avait beaucoup de rabbanim qui ont quitté la Tunisie, d'autres, ils ont quitté le monde, et là, ça a commencé un petit peu s'affaiblir, et surtout au niveau donc, de l'enseignement. Et on sait très bien, Rabotai, quand vous êtes dans une communauté où il y a l'imoud de la Torah, c'est mashpia, ça influence sur toute la communauté. Mais s'il n'y a pas l'étude de la Torah dans une communauté,
Alors même les adultes, quelqu'un qui a grandi, ouais, moi, Baruch Hashem, je viens de bonne famille, tout ça, si on ne sent pas l'odeur de la Torah dans la vie quotidienne, alors ça, on s'affaiblit un petit peu. Et là, alors lui aussi, quand il est arrivé à Tunis, il était un petit peu, on va dire, il n'était pas très apprécié, il n'était pas très bien accueilli, mais vite fait. Alors surtout, pour ceux qui le connaissent, il avait un charme très spécial et il était très haviv, il était très aimé. Et là, il a pu entrer. Il a commencé avec une yeshiva, une école de filles, Bet Rivka. Après, dans la suite, il a fait une yeshiva aussi pour les garçons. Alors cette yeshiva, quand il a démarré, il y avait pratiquement, il n'y avait pas grand monde, il y avait un seul élève. Il a commencé, il est parti voir Rabbi Musliach, Mazouz, Zecher Sadech Vekadosh Libracha, pour lui dire qu'il avait besoin, pour qu'il enseigne dans cette yeshiva. Il y avait Shibadil Lahem Tovim, son fils Rabbi Meir, Shlita. Alors lui aussi, donc ils ont commencé, il a dit, ils ont commencé par un élève. Dans la suite, il y a eu une dizaine d'élèves. Alors le Rav, quand il a vu qu'à Tunis, il n'avait pas assez d'élèves pour développer sa yeshiva, il est parti à Djerba, il a amené 10 élèves et à la fin de l'année, la yeshiva, elle comptait 50 élèves. Et là, le limoud, c'était vraiment la vraie shita, donc ce qu'on appelle shita ta'ayun, dans laquelle on enseignait bien sûr la Gemara, la halakha, les lois de Ibour, c'est-à-dire comment le calendrier juif, il y avait aussi l'un des dirdour, Qira'at Torah, c'était en fin de semaine, mais vraiment les élèves qui étaient dans cette yeshiva, ils ont eu une formation exceptionnelle. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont partis donc en dehors de la Tunisie. Alors certains, c'est des rabbins, mais d'autres, même s'ils sont dans le commerce, ils ont un niveau très très fort. Moreno Arav Rabbi Meir Mazouz, alors il parle, quand il était venu, bien sûr pour eux c'était différent, ils ne savent pas c'est quoi le monde ashkénaze. Ils entendent parler, mais la vie ashkénaze, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange. Il a dit, mais il a vu en lui quelqu'un d'exceptionnel, il a pratiquement comparé au Baal Shem Tov. Et du coup, on voit, et surtout même, ses élèves, alors quand il parle comment il était très proche à eux, alors quand il voit comment il était derrière les élèves, ils vont faire Netilat Yadayim, il va parler avec l'enfant, de quelle manière faire Netilat Yadayim, où il va parler de son Talit Katan, il va parler de cette fille-là. Alors il donnait un amour pour le judaïsme. Alors en parallèle, sa femme, elle aussi, donc, elle a fait le même travail que son mari avec l'école des filles. J'ai eu des témoignages. Ils ont dit que ce qu'ils ont fait, d'accord, ils ont ouvert une école et tout, mais ils ont transmis ce qu'on appelle l'Irat Shamaim chez les gens. Les habitants là-bas, surtout au niveau des élèves. Alors, les témoignages aussi des habitants. Je connais beaucoup de monde qui sont venus, soit ils étaient déjà à Tunis, ou ils sont venus à Tunis, ils ont dit que l'arrivée, ou plutôt la rencontre de Rav Pinson, elle a énormément influencé sur eux, et beaucoup de choses ils négligeaient dans le passé, soit parce qu'ils ne savaient pas, ou parce qu'ils ne voulaient pas faire, mais Rav Pinson, il a su transmettre, il a su inculquer chez les gens l'amour de la pratique de Torah et Mitzvot. Parmi les choses qu'on me racontait beaucoup, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les samedis soirs, il organisait dans les maisons donc des habitants de la ville, il organisait un Melamever Malka. Les gens, ils ne savent même pas c'est quoi Melamever Malka. Et il faisait là-bas, il y avait une Seouda, il racontait des histoires, il y avait les Simha et surtout les chansons aussi. Alors souvent, on connaît un petit peu le monde Ashkenaz, le monde Lubavitch, mais c'était des chansons dans lesquelles, comme on dit, Wayikba libo bedarke Hashem. Baruch Elokeinu asher evdelanu min ha'amim. C'est-à-dire qu'il faut être fier. C'est vrai quand tu es avec un monde étranger, des fois tu es gêné, tu es dérangé, tu dis peut-être je suis pas comme les autres, mais lui il a donné cette fierté pour dire c'est une chance, c'est un privilège qu'un homme il est né juif. Et Baruch Hashem, il a fait énormément de travail sur ce plan de communication au niveau de la communauté. Ce qui était aussi très fort chez lui, c'est que des fois, quand quelqu'un, par exemple, il ouvre une yeshiva, il a sa propre tendance. Par exemple, le Lubavitch, ils vont faire des règles Lubavitch. Lui, non. Quand il est arrivé, il savait qu'il a atterri en Tunisie, ils ont leur minagim, il n'a pas touché au minagim. Même au niveau de la tfila, les élèves, ils avaient leur propre sidour, sfarad. Il n'a pas dit non, vous êtes chez moi, dans mon école, vous êtes obligés de faire Tilat Hashem. Pas du tout. Il leur donnait la possibilité. Alors, il a mérité que ses enfants aussi, donc eux, ils ont étudié dans sa yeshiva, chez Rabbi Musliach, chez son fils Rabbi Meir. Alors, cette chita, au point qu'un jour,
un de ses enfants, il est parti voir Bémir, il a dit, Kvod Arav, est-ce qu'un Ashkenaz il peut devenir Sfarad? Ça veut dire tellement il a aimé la Shita. Un jour, le Rapinson, il était chez le rabbi avec son fils et il voulait lui demander, comme tous les Lubavitch, pour venir dans la yeshiva Lubavitch aux États-Unis. Alors, le rabbi lui a dit, dis-moi, alors qu'est-ce qu'il apprend? Il a dit à Tunis, il a dit voilà, il apprend aussi le Ibour. Il n'a pas parlé de la Gemara, parce que la Gemara partout on étudie. Mais même le Ibour, ça veut dire comment calculer le Rosh Chodesh, les mois, l'année, les fêtes. Et le rabbi lui a posé quelques questions, il a vu qu'il connaissait à la perfection donc tout ce sujet-là. Alors le père, il dit au rabbi, Rav, je voudrais le mettre ici. Il lui a dit non, laisse-le où il est, parce qu'il a beaucoup à apprendre là-bas. Le rabbi, il a vu avec sa grandeur, donc tout ce qu'il pouvait puiser. Alors maintenant, il a travaillé aussi, et ça c'est des histoires qu'on les entend tout le temps, c'est le Inyan, les Mirvaot. Alors il a fait, et partout dans la Tunisie, il a vérifié les Mirvaot. Même dans les endroits où il y avait des Mirvaot, il a essayé un petit peu de les moderniser pour donner le plaisir, parce que des fois, il y a des femmes, donc elle arrive au mikveh, comme si c'est une punition pour elle. Non, il a donné un autre roi pour cette envie-là de Shalom, les femmes, elles allaient au mikveh. Mais malgré tout, il faut un minimum. Il était dans des endroits où il n'y avait pas de mikveh, il a construit des mikveh, il a fait des facilités pour que le judaïsme il soit pratiqué d'une manière donc agréable. Alors, pareil aussi, les habitants de la ville, ils l'ont énormément respecté, et lui il était marpid. Bon, on sait, certains Humrot qu'il avait, ils ont essayé de lui assurer le maximum possible, même au niveau des Arabes. Moi je me rappelle, il venait à Tunis dans le marché central, et lui faisait la shrita des Rofot. Alors quand il venait, il faisait lui-même la shrita. Alors vraiment c'était une scène, c'est que les gens, les passagers là-bas au marché, ils s'arrêtaient tous s'arrêtaient pour voir un petit peu le Rav, comment il prenait donc le poulet et faire la shrita. Enfin c'est ça, c'est donner une hashibut. Il n'a jamais eu peur, il dit non, moi avec mon chapeau ou avec ma barbe, pas du tout. Il était présent, fort. Alors il était aussi le moyen de la communauté et les gens, ils tenaient que ça soit lui le moyen. Et justement, on va raconter deux petites histoires et comme on dit, de sources officielles. Un habitant de Tunis, il me dit qu'on sait qu'à la fin de sa vie, le Rapinson, le pauvre, il était paralysé, donc la moitié de son corps était paralysé et malgré tout, il a continué à faire donc les milotes avec beaucoup de prudence bien sûr, et des fois il appelait même son fils pour qu'il soit présent. Une fois, il a fait la brit mila d'un enfant, et Baruch Hashem, tout est bien passé, et on sait qu'en Tunisie, on fait la brit mila après ce qu'on appelle soldat, il est en avis. La maman, en plein milieu de soldat, elle appelle son mari, il lui dit, viens vite, l'enfant, il ne respire pas, il y a un problème chez l'enfant. Il appelle les pompiers, vite fait, on l'amène à l'hôpital. Alors on l'ausculte, alors au bout de quelques moment, alors les médecins ils disent aux parents, écoutez, c'est fini. L'enfant, il est mort. Les parents, ils ne savent pas quoi faire. Bon, c'était la nuit, on dit rentrez chez vous et demain on verra au niveau de l'organisation. Alors le père, il me dit, le lendemain matin, il reçoit un appel de l'hôpital. Monsieur, venez prendre votre fils, il est sain et sauf. Il n'a aucun problème, venez le prendre. C'était un miracle. Alors le père, à toute sa joie, il va chercher son fils. Il voit le fils de Rapinson. Et tout le monde était au courant de l'histoire. Il dit, tu sais quel miracle il y a eu. Alors l'enfant, on a signalé qu'il était niftar, et là il est vivant. Alors le fils, il dit au père, il lui dit, sache-le, que depuis que son père, Rapinson, il a entendu ce qui s'est passé, il n'a pas arrêté de prier jusqu'au petit matin. Le père, il a compris que le Rav, il a fait quelque chose. Rabbi Mazouz, il raconte dans son livre Migdolé Israël, il dit que la veille, parce que malheureusement, il a été assassiné à Tunis, donc la veille de son assassinat, Rabbi Rapinson, il dormait, et il voyait dans le rêve, il y avait un Rav vieux, il a été tué. Il se réveille, bouleversé, il a dit, je vais faire Ta'anit Halom pour enlever la Xéra. Et dans la journée, on lui annonce que Rav Matzliah, donc il a été assassiné. Pour dire que quoi, il avait une grandeur. Je finis avec cette petite histoire. Alors aussi, c'est de sources officielles. Il y avait deux personnes du sud de la Tunisie. Ils étaient à Tunis.
Alors ils étaient pour faire un petit peu leurs affaires et tout, et il était de retour vers le sud, et il y avait un problème de panne, donc le pneu de leur voiture, il a été dégonflé. Il était à côté de la voiture, il attendait, Rahmé Shamaï. Avant c'était comme ça, tu attends, tu vois quelqu'un, tu vois là je veux te dépanner quelqu'un, observe. Alors le Rapinson il passait à côté, il les voit, il dit qu'est-ce que vous attendez? Mais vous m'avez dit, tout le monde quand ils vont là-bas, ils vont le voir. Moi m'avez dit que vous allez rentrer, qu'est-ce que vous attendez? On dit Rav, on a un problème, il y a un pneu dans la voiture. Il leur a dit allez, partez, ne vous inquiétez pas. Ah très bien, et le Rav il a dit on fait. Mais le Rav il voyait qu'un des deux il était un petit peu inquiet, il était pas bien, il dit qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tu vas rentrer, Shabbat tu seras chez toi à la maison, t'inquiète pas. Il dit Rav j'ai un petit souci, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il a dit écoutez, j'ai une boule qui dans le dos, j'arrive pas à comprendre c'est quoi, ça m'angoisse un petit peu. Et il lui a dit t'inquiète pas, c'est rien, allez, rentre, c'est rien. Alors les personnes me racontent. Ils sont montés dans la voiture et ils ont senti que la voiture, elle s'est soulevée. Comme si le pneu, il a été gonflé. Ils ont fait le chemin jusqu'à destination. Une fois arrivés, quand ils ont éteint donc le moteur, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sentent que le pneu, il s'est dégonflé. C'est pas seulement ça. Alors, la deuxième personne, ils ont compris que le Rav, il a fait quelque chose. Ils sont entrés à la maison. Bon, tu as avec un long voyage, je ne sais pas combien, 9 heures. Alors, il faut rentrer faire une petite douche. Alors, la personne raconte, il a enlevé sa chemise, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que sa chemise, elle était toute gonflée. En fait, c'était quoi? Que la boule, elle a éclaté et elle a disparu. Raboter, c'est fort, hein? C'est exceptionnel. Voilà Raboter Rapinson. Moi, j'ai mérité de le connaître, mais pas comme beaucoup qui l'ont connu, ils ont étudié là-bas. Mais on a vu en lui quelque chose de très très douche. Alors, je finis par quelque chose, par une initiative qui était prise par un de ses élèves, et Baruch Hashem, d'autres aussi qui s'associaient, et moi aussi. Donc j'encourage donc cette initiative, Bezrat Hashem. Alors on veut faire introniser un Sefer Torah, donc Erin Shvato, et aussi Moreno Rabbi Bougit Saadon. Alors je me rappelle très bien que Moreno Rabbi Bougit, quand on parlait de Rabbi Nissan, il avait une grande joie. Il a dit, il a fait beaucoup ce Rab-là, c'est quelqu'un, il adorait, il aimait beaucoup. Alors Bezrat Hashem, donc c'est un Sefer Torah qui était déjà, on a lancé cet appel, et toute personne donc qui veut mériter, je dirais, c'est pas seulement aider, mériter cette grande mitzvah, le srout de Sadir Ta'amod de Bezrat Hashem, et on aura tous des barachot, et qui priera pour nous Bezrat Hashem, qu'on aura la Goula Shlema, Amen, et les niftar la veille de Hanouka.